Merci, bonjour à tous. J'essaie de mettre le micro là où il faut. C'est un peu fort. Très bien, donc moi je suis Michel Mauny, je travaille à l'INRIA et je suis le directeur d'un programme de transfert qui s'appelle le PTCC, le programme de transfert au campus cyber. Nous sommes effectivement localisés au campus cyber national à La Défense. Mais notre programme, naturellement, est un programme national et donc dépasse largement la région parisienne. Cet exposé va être en deux temps. Je serai donc accompagné de Christophe Remillet ici, qui est le CEO d'une société qui s'appelle OneVisage, qui est un de nos partenaires en fait dans un des projets, et il va parler de sa société et du projet sur lequel nous sommes en partenariat. Quelques mots sur le contexte dans lequel ce programme est développé. Donc, si vous étiez hier à la présentation de Géraud Canet, où il a parlé du PEPR, de la stratégie d'accélération en cybersécurité de France 2030, c'est ce contexte-là dans lequel nous sommes. Donc nous sommes dans la case bleue qui est à droite sur l'écran là-bas, et dans un contexte où il y a un certain nombre d'opérations, de dispositifs qui sont financés dans cette stratégie nationale d'accélération et plus largement au travers de France 2030. Donc nous avons pour vocation de soutenir, le PTCC a pour vocation de soutenir des opérations de transfert depuis la recherche académique vers les cas d'usage, l'industrie, mais pas uniquement. Ça peut être de l'open source, ça peut être des ministères. Vraiment, on est là pour aider à ce que des résultats de recherche soient transférés dans le monde réel. L'objectif du programme, c'est de stimuler un petit peu les écosystèmes locaux, en particulier pour ce qui est de l'émergence des projets de transfert ou des projets de création d'entreprises. Donc stimuler les écosystèmes, détecter les opportunités, accompagner les porteurs de projets depuis les premières idées qu'ils ont jusqu'à la validation de leur projet, et puis naturellement, in fine, de financer les opérations de transfert. Vous avez ici sur cette planche la quasi-totalité de nos dispositifs, des outils du programme. Nous avons des projets dits de pré-transfert qui permettent à des chercheurs de valider les aspects technico-économiques de leurs résultats de recherche, voir si ce sont des résultats qui ont un intérêt pour développer, in fine, des produits de cybersécurité. Donc c'est de la prématuration en quelque sorte. La partie maturation, elle est au centre. Il y a des projets de transfert dont je vais dire quelques mots sur une planche suivante, mais on peut financer aussi de la création de start-up ou même de l'établissement de relations entre une start-up et une équipe de recherche au travers des aides qu'on apporte au montage de dispositifs CIFRE. Et puis un volet formation continue qui consiste à produire des modules de formation continue à partir de résultats de recherche. Donc c'est vraiment du transfert à tous les étages que l'on opère. Et puis on a un volet soutien à l'écosystème avec un laboratoire d'expérimentation et puis une activité d'animation scientifique que l'on développe au campus cyber, mais qui est accessible depuis naturellement partout en France et même dans le monde. Chacun de ces volets, en fait, va vous être présenté dans les présentations qui suivent. D'accord ? Le volet entrepreneuriat, puis je pense le volet formation, puis le volet soutien à l'écosystème. Donc les trois présentations suivantes vont développer ces éléments-là. Deux mots sur le pré-transfert et le transfert, mais je vais être très très rapide. Si vous êtes intéressé par ces dispositifs, nous sommes juste à côté et nous sommes là, en particulier moi, sur les volets pré-transfert et transfert, pour discuter d'opportunités que vous pourriez avoir en tête ou vous apporter plus d'informations. Donc là, c'est la validation du potentiel du technologie sur lequel on peut intervenir, nous, avec des partenaires essentiellement académiques qui ont une technologie dont ils pensent qu'elle peut être pertinente pour la cybersécurité, mais ils n'en sont pas sûrs. Et nous, on peut financer des expérimentations, des analyses, alors pas d'études de marché, mais tout de même essayer de valider la valeur technique et économique des résultats.
sur des projets qui sont entre 6 et 18 mois. Il n'y a pas de financement maximum, mais naturellement, les partenaires doivent venir avec une demande en ressources humaines essentiellement, et on discute du paramétrage de ces dispositifs. Les projets de transfert, eux, sont des objets un peu plus classiques, hein. Il s'agit de partenariats académiques avec typiquement des entreprises, pas nécessairement, mais typiquement. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des acteurs étatiques ou des ministères, etc. Là, on a de la technologie qui est typiquement chez les académiques. Et ce qu'on finance, c'est la maturation de cette technologie depuis le monde académique vers les cas d'usage et donc vers des solutions, par exemple, développées par des industriels. Ce sont des projets qui sont entre 12 et 24 mois et sur lesquels on finance à la fois les acteurs académiques et surtout, mais aussi les acteurs industriels, avec une limite de financement pour les acteurs industriels, mais s'ils contribuent au projet, ils peuvent être financés. Globalement, l'enveloppe pour chacun des projets, l'enveloppe maximale est de 600 000 euros. Dans ces deux cas-là, les appels à projets sont ouverts en permanence avec une équipe, donc moi en particulier, en charge d'accompagner les porteurs depuis les premières idées jusqu'à la validation des projets. Les outils suivants vont être un petit peu développés par mon collègue François Tessier qui va parler dans le volet entrepreneuriat. Donc c'est de l'aide au montage chiffres que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vais passer un petit peu trop vite puisqu'il va revenir là-dessus. Et là, vous avez pour le moment la quasi-totalité de l'équipe, au moins celle en charge des aspects techniques du programme. Donc on est 4 personnes pour 4 volets, ça tombe pas trop mal. On cherche à recruter quelqu'un qui va s'occuper des volets de transfert et de pré-transfert pour me succéder. Et puis nous avons aussi une équipe administrative naturellement qui nous aide à mettre ces projets-là en place. Chacun de ces projets, donc François Tessier va parler d'entrepreneuriat dans la séance suivante, Agnès va parler formation continue dans la séance encore suivante, et puis Rodrigue va parler du laboratoire d'expérimentation dans la dernière présentation de cette séquence. Voilà, je vais céder la parole à Christophe qui va vous parler de sa société, de ce qu'il développe et aussi d'un des projets de transfert dont il est le partenaire. Voilà, merci Michel pour cette présentation. Alors pour me présenter rapidement, donc, je suis Christophe Remier, je suis le fondateur de OneVisage, où j'ai une casquette également responsable produit. Alors pour vous mettre en bouche, je vais vous citer un chiffre qui date d'il y a 3 jours, 140 000. Vous avez probablement vu dans les journaux la cyberattaque qui a été menée contre Oracle Cloud, où ils se sont fait voler donc, les données de 140 000 clients entreprises. Donc aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une cyberattaque. Et ce qu'on constate, c'est que sur le marché, les choses ne font que s'empirer, ou soi-disant on nous promet monts et merveilles et qu'on a trouvé la solution pour vous protéger, que vos données sont en sécurité et que voilà, et tout ça est en train de se résoudre. Ben non, quoi. Les chiffres sont plus que catastrophiques, puisque à l'horizon 2026, on va dépasser la barre des 20 000 milliards de dollars de coût de la fraude. Donc non, les solutions actuelles, elles ne fonctionnent pas, elles ne vous protègent pas. Donc tout ce qui est mot de passe, code PIN, code OTP, j'irais même jusqu'à pousser en disant que vos solutions magiques EDR, XDR, ça ne tient pas la route. Fin de la discussion. C'est la réalité. On n'est pas en train de parler de PowerPoint, même si c'est le cas ici, mais je vous parle de la réalité du terrain. Donc on sait qu'aujourd'hui, le 70-80% de ces fraudes, c'est justement le problème à la source, ce sont les mots de passe, les codes PIN, donc basés sur la connaissance de quelque chose. Ça ne peut plus fonctionner. Moi-même, à titre personnel, j'ai plus de 400 mots de passe, 400 codes PIN. C'est juste ingérable. Voilà. Donc la faille, c'est pas la technologie, la faille, c'est l'humain.
Si vous n'avez pas compris ça, c'est mort. La solution Premier KISS, dans lequel s'inscrit ce projet de recherche académique, consiste à introduire une solution disruptive dont j'ai la prétention aujourd'hui de dire, ce 2 avril, cette solution va complètement disrupter le marché. Parce qu'on va venir avec une solution qui, enfin, va répondre à cette problématique d'éliminer les mots de passe, les codes PIN, les codes OTP, les clés PKI, les questions de sécurité. Tout ça, c'est fini. C'est du passé. Alors, comment ça fonctionne? Très simple. En fait, pour ceux qui utilisent des iPhones, on va porter la fonction Face ID sur votre poste de travail, sur votre serveur. Donc on va équiper votre poste de travail d'une webcam 3D autonome qui va exécuter la fonction Face ID, donc la vérification faciale 3D, sur votre poste pour vérifier si c'est bien vous, pour vous connecter sur votre poste de travail, pour vous loguer sur tel ou tel applicatif métier. Tout ça en s'inspirant du protocole d'authentification FIDO2. Donc on a, si on regarde bien au niveau des composants, on a d'une part, côté client, côté du poste, la webcam 3D. On a, au niveau du back-end, un serveur FIDO qui sera un serveur de service qui va vous permettre de vérifier, comment dirais-je, de définir vos politiques d'authentification. Donc dans notre cas ici, la vérification biométrique 3D par rapport à vos usagers, employés, partenaires, etc. Et puis, on a un troisième composant qui est l'application mobile entreprise, typiquement avec un conteneur de sécurité qui vous permettra de stocker votre gabarit biométrique, le modèle biométrique 3D, dans cette application mobile. Donc, qui vous servira de coffre-fort. Alors tout ça, ça tombe bien parce que c'est l'usager qui détiendra sa biométrie. Donc du coup, par design, on est compatible avec la directive de janvier 2019 de la CNIL, l'article 7. Il n'y a aucune base de données biométrique. J'affirme aujourd'hui que faire de l'identification avec des bases de données centralisées sur des serveurs, c'est un non-sens complet. C'est une hérésie d'un point de vue cybersécurité. Alors, bon, je passe rapidement ici. La promesse, c'est quoi? Il y en a deux. D'une part, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est offrir une expérience utilisateur simplifiée, complètement fluide. Vous serez authentifié en 300 millisecondes. Aucune gestuelle, il n'y a pas à cligner des yeux, il n'y a pas à bouger la tête. À partir du moment que vous êtes dans le champ de vision de la caméra 3D, c'est fait. Et si c'est bien vous. L'autre promesse, c'est justement d'éradiquer ces cyberattaques. Alors, la bonne nouvelle, et retenez cette date, le 2 avril 2025, solution Premier KISS. Les attaques par phishing, c'est fini. Les attaques par liste de mots de passe sur le dark web, c'est fini. Force brute, bombardement MFA. Je fais une petite parenthèse. Quand je lis qu'aujourd'hui, un EDR, XDR, en moyenne, je parle du temps moyen, hein, c'est 29 jours pour vous alerter que vous avez subi une cyberattaque, donc il y a une cyberattaque qui est passée. Ouais, enfin, c'est bien joli, mais moi, quand j'ai quelqu'un qui tape à la porte de mon donjon, hein, dans mon château fort, et qui me dit après 29 jours, vous avez été attaqué, c'est un peu trop tard parce que je suis déjà mort, quoi. Comprenez? Donc tout ce qui est aussi attaque par, alors c'est pas forcément vrai en Europe, mais changement de carte SIM, dual SIM card, les bots OTP, etc., c'est fini. Donc on va éradiquer la quasi-totalité des cyberattaques. Alors, pas toutes, il restera les attaques type DDoS, mais il y a déjà des solutions aujourd'hui qui existent, et ça va nous permettre d'aller plus loin. Alors, il y a quand même un petit grain de sable. C'est qu'aujourd'hui, même si la biométrie faciale 3D est réputée pour être parmi les modalités biométriques les plus efficaces du marché en termes de niveau de sécurité, puisque là je vous parle de 99,99xxx% de certitude que c'est bien vous. Vous avez probablement vu en 2018 qu'une faille a été détectée au niveau de l'iPhone, puisque c'est une technologie similaire, où si on utilise un masque 3D, typiquement un masque en silicone, pour ceux qui ont vu Mission Impossible, il y a le fameux
fameuse séquence où on imprime le masque en latex, bah, on peut déjouer la caméra 3D parce qu'elle voit effectivement un visage 3D. Si on a bien fait son visage 3D, et aujourd'hui c'est assez facile avec des imprimantes 3D d'imprimer un masque réaliste, on arrive à finalement déjouer le système. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de masques réalistes. Et puis il y en a un qui a retenu mon attention dernièrement, c'est les masques en tissu. Alors c'est vrai qu'il fallait y penser à celle-ci, où on vous imprime en fait votre visage sur un masque en tissu qui va venir épouser la forme de visage. Alors après, vous pouvez commencer à jouer un petit peu pour faire en sorte que ça représente assez bien le visage de votre victime. Alors comment est-ce qu'on va faire pour déjouer tout ça? Donc grâce effectivement au PTCC, on a lancé un projet de recherche pour donc développer un algorithme d'attaque de présentation, donc ce qu'on appelle dans notre jargon un PAD, Presentation Attack Detector, qui va nous permettre, alors j'ai pas encore la réponse aujourd'hui, hein, parce que le projet de recherche est en cours, mais l'idée c'est de s'appuyer sur typiquement un capteur multispectral. Alors la bonne nouvelle, je vais faire simple, hein, je ne vais pas trop aller dans le détail technique, on le voit sur le petit graphique en bas à droite, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs longueurs d'onde où on sait qu'on va pouvoir aller détecter la réflectance de l'eau dans le visage humain. Je vous rappelle que le corps humain est constitué essentiellement d'eau. Et donc on sait qu'à des fréquences particulières, notamment à 970 et 1450 nanomètres, on est capable d'avoir une réponse forte au niveau de la réflectance de l'eau sur votre visage. Et donc, on a effectivement aujourd'hui des capteurs qui nous permettent de travailler à ces longueurs d'onde-là, qui vont donc nous permettre d'aller détecter dans ce spectre, d'aller détecter si c'est bien un visage humain qui est derrière cette caméra. Ce qui va nous permettre donc d'aller détecter la présentation de masques en silicone, de masques en céramique, de masques en plastique, de masques en pâte à modeler, de masques en potentiellement en tissu, enfin on va tout faire, et donc combler cette dernière faille de sécurité. Alors le 100% n'existe pas, on est bien d'accord, mais si on met la barre à du 99,999999% de chances que vous ne puissiez pas passer, être authentifié et détecter que vous êtes en train d'utiliser une attaque de type spoofing pour usurper l'identité de quelqu'un, je souhaite bonne chance aux cyberhackers pour venir hacker notre système. Voilà, j'ai essayé de tout résumer de manière synthétique. Donc ce projet, il s'appelle le FacePad 3D. Je voudrais encore remercier le PTCC et le CNRS, l'INRIA et France 2030 pour le soutien dans ce projet. Je voulais quand même dire un dernier mot. J'entends tous les jours des journalistes qui nous rabâchent à longueur de journée que la Chine, les États-Unis ont une longueur d'avance sur la technologie européenne. Non mais c'est une blague quoi. On est d'accord? J'ai la prétention de dire qu'avec ce type de projet, nous avons 5 ans d'avance sur les États-Unis, sur la Chine. Vous aurez remarqué que dans le projet Premier Kiss, le traitement, il se fait dans la webcam 3D en local, pas sur un serveur à Shenzhen ou à Seattle. Il se fait en local, en 300 millisecondes. Messieurs les Américains, Chinois, faites-moi la démonstration, apportez-moi la preuve que vous arrivez à faire autant. Donc oui, nous avons les compétences, oui, nous avons les ingénieurs, oui, nous avons l'expertise, oui, nous avons les outils et nous pouvons en être fiers. Mesdames et messieurs, je vous remercie, je réponds volontiers à vos questions. Merci beaucoup Christophe Rémillet. On vous sent un petit peu engagé quand même dans le projet, hein? Oui, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, qu'on nous impose des modèles, comment dirais-je, des solutions imposées sous le diktat, j'ai envie de dire, des solutions chinoises ou américaines. Moi, héberger mes données biométriques dans un serveur, je suis désolé, qui m'a demandé? Est-ce qu'on a sondé le marché? Et donc je dis non, on n'en veut pas. Alors, vous avez utilisé un qualificatif particulier. Vous avez utilisé la terminologie européen. Oui. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on est sur... on entend depuis ce matin des diverses solutions autour d'une souveraineté qui serait une souveraineté française. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'on doit aujourd'hui être dans une approche de souveraineté européenne
sur ce type d'approche. Et est-ce que vous partagez avec des confrères européens qui sont dans les mêmes approches? Alors oui, il est évident aujourd'hui, et tout le monde l'a bien vu, il ne faut pas sortir justement d'une grande école pour voir ce qui se passe. On est rentré maintenant dans une phase où des grands groupes, enfin gros blocs géopolitiques vont commencer à s'affronter. On a changé clairement de paradigme. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui être dans une logique de proposer des solutions ou de partenariats franco-françaises ou à l'échelle nationale. Ça, c'est pas possible. Typiquement, dans le projet FESPAD 3D, le capteur 3D, il vient de chez ST Microelectronics, il est fabriqué à Grenoble. La webcam, on envisage de travailler avec un partenaire européen qui s'appelle Logitech. Les intégrateurs, on a différents gros groupes d'intégrateurs, dont notamment par exemple Orange Business et le groupe Thales qui vont nous aider à développer cette solution. Donc c'est justement une alliance européenne qui va nous permettre de construire cette solution. Alors rien ne nous empêche d'aller promouvoir, distribuer, vendre cette solution en dehors de la zone Europe, parce que je rappelle qu'il y a un certain nombre de pays qui souhaitent également acquérir une certaine indépendance et souveraineté numérique, qui ne soit pas dépendante ni du Cloud Act américain, ni du Cloud Act chinois. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? J'ai vu en tout cas que ça n'avait pas laissé indifférent, en tout cas, les masques en tissu, toutes ces choses-là. J'ai vu qu'il y avait quand même un regard extrêmement intéressé. Peut-être les uns les autres voulaient intervenir ou pas? Alors, pas pour l'instant. Ah si, attendez. Bougez pas. Question de curiosité. Donc, Guillaume Doyen de l'Institut Mines Télécom. Quel est votre protocole d'évaluation de performance de ce type de système? Parce que là, on est typiquement sur de la classification binaire, c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. Et donc, les questions toutes bêtes, c'est la question des faux positifs et des faux négatifs. Et surtout les situations où on pourrait avoir des faux négatifs. Voilà. Alors, on s'appuie ici, enfin nous, notre référence, c'est le protocole d'authentification FIDO, et donc la spécification FIDO 2, qui, voilà, dans le document, spécifie effectivement les niveaux de performance biométrique, donc les FAR et les FRR. Hein. Et donc, par rapport à ce projet, on est également dans une... on va d'une part mener des campagnes de capture de données R&D, hein, je dis bien, hein, avec le consentement en bonne et due forme des personnes, pour participer à ce programme de recherche. Et d'une part, entraîner les algorithmes de réseaux neuronaux, et d'autre part, réserver une partie du jeu de données pour les tests. Nous, ce qu'on vise, c'est de passer au strict minimum la certification FIDO 2 Level 2+, à au moins garantir, alors autant que faire se peut, une erreur sur 10 000, ce qui nécessite d'avoir au minimum 245 visages distincts, enfin bona fide, hein, au niveau des personnes. On va essayer de faire le plus de masques possible en céramique, en latex. Alors ça coûte cher, hein. En tout cas ça coûte encore assez cher. On va essayer de voir si on arrive à faire les masques en tissu. Et donc on va en tout cas viser de passer certification FIDO 2. Alors si on peut atteindre la certification avec une erreur sur 100 000, qui je crois doit nous demander dans les 645-700 datasets distincts, voilà, on essaiera de faire le maximum, mais petit à petit on le construira, oui. Merci beaucoup. Michel Monnier, vous avez une vision peut-être un petit peu plus large, et puis j'allais dire, qu'est-ce qui se passe après, comment on vous retrouve? Oui, c'est ça. Donc on va dézoomer un petit peu. Donc d'une part, pour remercier vraiment Christophe de sa présentation et de sa contribution, en fait, sa participation au PTCC. Donc l'autre partenaire académique, c'est un laboratoire, donc c'est le CNRS formellement qui est le partenaire. Le laboratoire s'appelle le GREC, c'est à Caen, en Normandie, une très belle région, là d'où je viens. Et donc, juste deux mots pour dire que le show du PTCC continue. Hein. Donc là, la prochaine présentation, ça va être François. Alors, dans 5 minutes, on est allé un petit peu plus vite
que prévu, qui va parler des soutiens qu'on apporte à l'entrepreneuriat. Il y a d'autres présentations qui vont suivre. Et nous, donc à la fois PTCC, mais aussi PEPR et la stratégie nationale d'accélération France 2030, on est derrière cette cloison. Et donc venez nous voir, nous sommes prêts à répondre à vos questions et à commenter vos idées et vous aider éventuellement à mener à bien vos projets.